Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Premier conseil des ministres du gouvernement Castex dans l'après-midi du 7 juillet. Un peu plus tôt, les passations de pouvoir, notamment celle au ministère de la Justice entre Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti. Je pense en particulier à ma mère qui a quitté son pays d'origine pour fuir la misère et pour arriver ici dans ce grand pays. Je serai un garde des Sceaux de sang mêlé. Mon ministère sera aussi celui de l'antiracisme et des droits de l'homme. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il remercié Édouard Philippe ? Pourquoi a-t-il choisi Jean Castex ? Et comment les arbitrages ont-ils été rendus ? Dans Code Source, aujourd'hui, on refait le film de ce remaniement avec David Doucan, chef du service politique du Parisien. Le lundi 6 juillet, peu après 19h, le secrétaire général de la présidence de la République, Alexis Collère, est attendu sur le perron de l'Élysée. Il doit annoncer la composition du premier gouvernement de Jean Castex. David Doucan, vous avez 40 ans, vous êtes chef du service politique du Parisien depuis l'an dernier. Avant, vous étiez à Europe 1, vous avez couvert beaucoup de remaniements. Ça se passe comment en général, un remaniement ? Ça se passe toujours au dernier moment. Lorsque vous êtes président de la République, sur proposition de votre Premier ministre et que vous créez un gouvernement, vous avez besoin que les choses restent secrètes. Vous ne pouvez pas avoir trop de fuites dans la presse parce que cela met en péril l'architecture de votre gouvernement. Et pour maintenir le secret, il n'y a qu'une seule solution. Il faut parler de vos intentions aux gens qui sont concernés au dernier moment. Et c'est pourquoi, en France, les remaniements, c'est toujours comme ça. C'est à 19h, 1 heure avant les journaux de 20h, et pour mettre les journalistes en difficulté dans leur bouclage, en ce qui concerne le Parisien. Alors, on va un peu remonter le temps, on va raconter pourquoi et comment ce remaniement a été effectué. David Doucan, à partir de quand on commence à parler d'un remaniement ? On commence à évoquer le remaniement, en réalité, dès le mois de janvier. Parce que on constatait que le quinquennat d'Emmanuel Macron calait sur la réforme des retraites. On voyait bien que la République En Marche, le parti du président, ne parvenait pas à s'organiser dans la perspective des municipales. La division, le venin de la division dans ces municipales était là, à Paris, à Lyon et ailleurs. Donc on se disait, voilà, le président de la République va subir une défaite électorale aux municipales. Et en général, c'est vrai qu'après une défaite électorale, quand vous êtes au pouvoir, l'une des réponses, c'est le remaniement. Pendant le confinement, des divisions apparaissent entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Dès ce moment-là, il est menacé, Édouard Philippe ? C'est qu'au bout d'un moment, le couple exécutif, comme on dit, président de la République, Premier ministre, sous notre régime, qui est celui de la 5e, inévitablement, des crispations apparaissent. Emmanuel Macron, il n'a pas changé de style pendant cette crise. Il a gardé cet esprit de cavalerie, c'est-à-dire l'énergie, le volontarisme viennent à bout de tout. C'est ça sa conviction, même d'un virus. Et dans le même temps, Édouard Philippe, lui, il est parfaitement en phase pendant toute cette période avec les attentes des Français qui étaient de la clarté, de la vérité, y compris lorsque les vérités n'étaient pas agréables à entendre, et de la pédagogie. Pendant la période confinement-déconfinement, Édouard Philippe a vu sa cote de popularité monter en flèche. Celle d'Emmanuel Macron n'a pas baissé, elle a stagné, en quelque sorte. Et ça, pour le président de la République, écoutez, disons-le, c'était insupportable. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Le dimanche 14 juin, Emmanuel Macron prend la parole à la télévision, un discours enregistré de 19 minutes dans lequel il évoque le déconfinement, il fait le bilan de la crise sanitaire et il esquisse une autocritique. Les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Et vous l'avez compris, dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser, je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même. Il a conscience du fait que pendant la crise Covid, ou en tout cas le plus dur de la crise Covid, il a été un petit peu en décalage avec les Français. Lorsque son Premier ministre rassurait, Emmanuel Macron parfois interrogeait. On avait besoin d'une exégèse une fois ces interventions passées pour comprendre exactement ce qu'il voulait dire. Lorsqu'il déclenche le confinement, il réussit quand même à ne pas prononcer le mot confinement. Tout ça est très troublant. Il en a pris conscience à ce moment-là. Et puis, il sait aussi que pendant toute la première partie de son quinquennat, il a eu une responsabilité dans les divisions qui se sont installées parmi nos concitoyens. Les petites phrases, pour certaines très regrettables,
Et voilà ce qu'il dit. Il dit, moi aussi, je vais me réinventer. Je vais être davantage à l'écoute. Je vais être peut-être aussi moins impatient pour ne pas donner le sentiment de brutalité envers nos concitoyens. Initialement prévu le 22 mars 2020, le second tour des élections municipales est organisé le 28 juin. David Doucan, plusieurs grandes villes sont remportées par les Verts. Marseille, Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Poitiers. Et puis, au fond, Paris. Anne Hidalgo, elle est réélue, mais parce qu'aujourd'hui, elle a réussi à incarner l'écologie à Paris. Et les Verts sont un supplétif, parce qu'elle le fait elle-même. Donc, oui, il y a une vague verte indéniable au lendemain du second tour des municipales. Et ce qui frappe aussi, c'est la très forte abstention. Taux d'abstention inédit dans l'histoire des élections municipales en France, qui sont des élections où traditionnellement les gens participent. Là, on a eu 58% d'abstention. C'est presque 60%. Forcément, ça interpelle et ça a même généré de l'inquiétude jusqu'au plus haut niveau de l'État, puisqu'Emmanuel Macron, au soir du second tour, a fait savoir par communiqué qu'il était très inquiet de voir un taux d'abstention aussi important. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers 150. Le lendemain, Emmanuel Macron reçoit dans le jardin de l'Élysée les 150 citoyens tirés au sort qui ont participé à la Convention citoyenne pour le climat. Il promet de retenir 146 des 149 propositions avancées. David Doucan, à ce moment-là, est-ce que le remaniement se prépare déjà ? Emmanuel Macron, publiquement, il est avec les 150 membres de la Convention citoyenne dans les jardins de l'Élysée. Mais en coulisses, en réalité, il est déjà en train de constituer sa nouvelle équipe avec Jean Castex. Ils sont déjà en train de réfléchir aux équilibres, de regarder les personnalités qui pourraient faire entrer au gouvernement, celles qui devront sortir, et puis ceux qui pourraient être promus. Tout ça dans le plus grand secret. Dans le plus grand secret, rien n'a fuité de ces échanges-là entre Emmanuel Macron et Jean Castex. Rien n'a fuité avant que la nouvelle équipe n'ait été présentée. Le jeudi 2 juillet, Emmanuel Macron accorde une interview à la presse régionale dont fait partie Le Parisien avec ses éditions départementales. Vous y participez, David Doucan. Comment se passe l'interview ? Nous sommes accueillis au sein du Palais de l'Élysée à 11h30. C'était le rendez-vous. Donc nous arrivons à 11h15 évidemment. On nous installe dans le salon des ambassadeurs qui est en rez-de-jardin du Palais de l'Élysée et qui donne donc sur les jardins sur lesquels nous avions une très belle vue où a été installée une grande table. Nous étions 10 journalistes. Le président de la République est arrivé en retard, comme toujours. 25 bonnes minutes de retard. Il a salué chacun d'entre nous en joignant les mains et en s'inclinant très légèrement, puisqu'il essayait, tant bien que mal d'ailleurs, de respecter les distanciations physiques. Et c'est à ce moment-là que commence une interview qui a duré un peu moins de 2 heures. Est-ce que vous lui demandez s'il va y avoir un remaniement ? Non, parce que ça relève de l'évidence. C'est acquis pour tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit sur Édouard Philippe ? Il dit, c'est historique au sens où jamais on n'a vu un président de la République et un Premier ministre avoir une telle relation de confiance. Donc après cette interview, vous ne savez pas si Édouard Philippe va être maintenu ou pas ? Aucune idée, vraiment. C'est-à-dire qu'on ressort de cette interview avec quasiment aucune information en fait concernant le remaniement. On a des informations sur les sujets de fond tout de même. Le lendemain, le vendredi 3 juillet, tout s'accélère. Le matin, vers 9h30, on apprend qu'Édouard Philippe a remis sa démission. Ce communiqué, nous venons de le recevoir de la présidence de la République. Édouard Philippe a donc remis ce jour la démission du gouvernement au président de la République qui l'a accepté. Il assure avec les membres du gouvernement le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. Et c'est le coup d'envoi, c'est le début du remaniement, puisque quelques heures plus tard est nommé Jean Castex. Et donc là, on sait que Jean Castex va devoir faire des propositions à Emmanuel Macron pour constituer une nouvelle équipe. Jean Castex, 55 ans, qui était le monsieur déconfinement, inconnu du grand public, qui est-il ? Alors Jean Castex, c'est un haut fonctionnaire, c'est un élu local. Il est maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, une petite ville de 5000 habitants. C'est un homme de droite, puisqu'il était jusqu'à il y a peu membre des Républicains. Il a fait ses preuves auprès d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'opération déconfinement, puisque c'est à lui qu'avait été confiée cette tâche. Pour l'anecdote, c'est Édouard Philippe qui a fait venir Jean Castex et qui l'a présenté à Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron a fait ce choix ? On dit souvent que Emmanuel Macron a choisi Jean Castex parce qu'il voulait finalement un Premier ministre coordinateur, avec peu de surface politique, peu de surface médiatique surtout, qui ne lui ferait pas d'ombre. Bon, c'est une analyse. Moi, je crois que les choses sont plus compliquées. Je ne crois pas qu'on nomme un Premier ministre uniquement pour des considérations d'ordre médiatique. Je crois qu'Emmanuel Macron a nommé quelqu'un dont il considérait qu'il avait la compétence pour faire face à la pire crise économique
que notre pays est connu depuis des décennies, pour aussi nous prémunir contre une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, et qu'il a vu en Jean Castex des qualités d'organisateur, de coordinateur. C'est étonnant, quand il a été nommé, on entendait des louanges de Nadine Morano et de Stéphane Troussel, le président de la Seine-Saint-Denis, de la droite comme de la gauche. C'est quelqu'un qui, dans ses fonctions, lorsqu'il s'occupait du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 2024, a échangé avec de nombreux élus d'Île-de-France. Tout le monde l'apprécie. Bon, ça, Emmanuel Macron, ça ne lui a pas échappé. Il a besoin de ça. Et puis, on dit que c'est quelqu'un qui est un négociateur né, qui est en capacité de réunir autour de la table les partenaires sociaux et puis d'avancer sur un dossier des retraites. Pour l'instant, c'est difficile, puisque les syndicats comme le patronat disent « Non, nous, on ne veut pas reprendre les négociations pour l'instant ». Pendant tout le week-end, Emmanuel Macron, Jean Castex et leurs conseillers vont préparer le remaniement. Quelles sont les grandes questions que vous vous posez, David Doucan, à ce moment-là ? Je considère qu'on ne joue pas au jeu des petits chevaux. Ce qu'il faut, c'est comprendre l'architecture, la volonté politique qui est derrière un casting. Et donc, moi, à ce moment-là, je m'interroge sur l'architecture. Est-ce que les ministères vont être élargis ? Est-ce que des grands pôles vont être créés ? Et là, c'est intéressant parce que pendant le week-end, on apprend que c'est pas si simple. Parce que c'était une volonté d'Emmanuel Macron que de créer des nouveaux grands pôles comme ça. Mais en fait, pour faire suivre les administrations qui sont en dessous, il faut 6 mois, quasiment 1 an de réorganisation. Et donc, quand il a pris conscience de cela, il y a renoncé. David Doucan, le dimanche à midi, vous êtes sur le plateau de BFM TV pour l'émission BFM Politique, en partenariat avec Le Parisien, et vous recevez l'ancienne ministre et candidate à la présidentielle de 2007, Ségolène Royal. Oui, alors, il arrive qu'on soit surpris dans les interviews qu'on mène en plateau. Là, j'ai été surpris. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Je pose une question bateau, en me disant il faut bien la poser, sinon on nous reprocherait de ne pas le faire, savoir si elle avait été appelée. Et d'ailleurs, j'y crois tellement pas à cette question que je la pose de manière fermée. Je lui dis, bon... Vous n'avez pas été appelée, vous n'êtes pas candidate pour être à nouveau ministre. Vous voyez, comme ça, sur ce ton-là. J'ai été appelée. Vous avez été appelée? J'ai été appelée, oui, par un proche du président de la République. Alors peut-être que ça l'a piqué au vif. Quand donc? J'ai été appelée hier. Hier. Vous avez été appelée hier. Il n'y a pas de raison, après tout, que les choses ne soient pas transparentes, dans le respect d'ailleurs des échanges. Donc j'ai dit, mais si c'est pour mener une politique plus sociale, plus écologiste et plus démocratique, faites-moi une proposition. Et l'Élysée a démenti l'avoir appelée. Des conseillers de l'Élysée ont assez rapidement fait savoir qu'elle n'avait pas été appelée. Mais en réalité, c'était imprécis de la part de ces conseillers de l'Élysée, puisque Madame Royal, à ce moment-là, a décidé de rendre public, tout simplement, les SMS qu'elle avait échangés avec Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères. Qui était donc le fameux proche dont elle parlait lorsque nous étions en plateau. Et Ségolène Royal n'a pas menti. Mais oui, elle n'avait pas reçu de coup de fil d'Alexis Collère, en gros. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Action et des Comptes Publics, à ce moment-là, est reçu à Matignon le dimanche soir. Quand il en sort vers 20h, qu'est-ce qu'il se dit ? Quand il en sort, il a compris, lui, Gérald Darmanin, qu'il allait être ministre du Travail en charge de la réforme des retraites. C'est ce qu'il a compris. Et il en est persuadé. Et en même temps, Jean Castex dit que ça peut évoluer. Oui, alors Jean Castex utilise la formule, je dirais, classique de prudence. C'est un remaniement, donc il lui dit ça peut évoluer. Enfin, franchement, lorsque Darmanin sort de Matignon, il n'a que très peu de doutes, mais vraiment quasiment aucun doute sur le fait qu'il sera ministre du Travail en charge des retraites. Et dans les heures qui suivent, on parle du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, pour remplacer Christophe Castaner, place Beauvau. Absolument, le lundi matin, c'est la rumeur la plus insistante. C'est crédible, c'est crédible. Et puis surtout, ça a été effectivement envisagé par Emmanuel Macron et Jean Castex. Jean-Michel Blanquer, il incarne une forme d'autorité. Sa loyauté envers le président de la République n'est pas à mettre en question et c'est très important pour la place Beauvau. Donc effectivement, c'était un candidat très sérieux pour le ministère de l'Intérieur. Un homme est très inquiet à ce moment-là, c'est le président du MoDem, François Bayrou. À la mi-journée, une liste gouvernementale circule sur les boucles Telegram de la majorité. Telegram, l'application cryptée de dialogue. Exactement. Quand ça circule sur les boucles Telegram de la majorité, en général, 3 minutes après, ça arrive sur nos téléphones à nous. Bon. Donc cette liste, elle circule aussi dans les rédactions. Et c'est vrai que sur cette liste, on ne retrouve que Marc Fesneau, actuel
ministre des Relations avec le Parlement. Comme membre du MoDem. Et oui, c'est le seul MoDem dans la liste en question, liste qui circule, qui est peut-être provisoire, on ne sait pas exactement ce qu'elle représente, mais on ne voit ni Geneviève Darrieussecq, ni Jacqueline Gourault. Et c'est vrai que c'est surprenant, moi-même, quand j'ai vu la liste, je sais pas, il devait être midi, j'étais surpris parce que Jacqueline Gourault, on sait qu'elle est appréciée du président, elle fait du bon boulot, c'est une très proche de François Bayrou, Geneviève Darrieussecq aussi, bon. Donc c'est très étonnant. Et c'est vrai que François Bayrou, lorsqu'il voit cette liste, en substance, il fait dire, ou il dit d'ailleurs, à Emmanuel Macron, j'espère que c'est une blague. Ce jour-là, les ministres restent dans l'incertitude ? Pour certains, oui, jusqu'au dernier moment. Même Jean-Michel Blanquer, c'est une demi-heure avant l'annonce faite sur le perron par Alexis Collère qu'on l'appelle de l'Élysée pour lui dire « Bon, bah Jean-Michel, tu restes à l'Éduc et tu prends les sports, en plus. » Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé. On en revient donc au point de départ de ce podcast. Le soir du lundi 6 juillet, après 19h, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, annonce la composition du gouvernement. La députée ex-Europe Écologie Les Verts, Barbara Pompili, est nommée ministre en charge de l'écologie. Barbara Pompili, elle a été ministre sous le quinquennat de François Hollande, puisqu'elle était secrétaire d'État à la biodiversité. Elle a été coprésidente du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale, toujours sous le quinquennat de François Hollande. Mais en 2017, elle a rejoint Macron. Donc, elle s'est ralliée, en quelque sorte, à une majorité qui, très vite, aux yeux du peuple de gauche, n'était plus une majorité du en même temps, mais était devenue une vraie majorité de droite. Donc, ça fait d'elle quelqu'un qui ne reçoit pas les louanges, là, des milieux écologistes français. Donc, elle se retrouve dans une position, au fond, très classique, c'est-à-dire que c'est une écologiste, elle est au ministère de l'écologie, et tout le monde se demande ce qu'elle va bien pouvoir y faire. Le ministre de l'Intérieur n'est pas Jean-Michel Blanquer, mais Gérald Darmanin. Oui. Alors Gérald Darmanin, il voulait être ministre de l'Intérieur déjà le coup précédent, lorsque Gérard Collomb avait démissionné avec fracas. Et Emmanuel Macron ne lui avait pas donné. Et il l'avait donné à Christophe Castaner. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes président de la République, vous nommez quelqu'un ministre de l'Intérieur, vous avez besoin d'être garanti de sa loyauté. Et à l'époque, en tout cas, ça avait été un sujet d'inquiétude. Que de mettre Gérald Darmanin, proche de Xavier Bertrand, proche de Nicolas Sarkozy, place Beauvau. Les choses ont changé. Gérald Darmanin a sans doute aussi démontré son engagement et sa loyauté auprès d'Emmanuel Macron, ça a pu jouer, pour pouvoir atterrir place Beauvau. Gérald Darmanin, il fait l'objet d'une information judiciaire pour viol ouverte il y a 1 mois. Cela fait suite à une première plainte qui s'était soldée par un non-lieu en 2018, relancée à la demande de la Cour de cassation. Ça n'a pas inquiété l'Élysée ? L'Élysée a fait savoir dès le lundi soir que ce que vous évoquez n'était pas, je cite, un barrage à la nomination de Gérald Darmanin, ministère de l'Intérieur. L'annonce du nouveau nom du ministre de la Justice est une énorme surprise. Ah oui, c'est la surprise du chef, comme nous avons titré en une du Parisien. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Éric Dupond-Moretti, la grande star du barreau, très controversé auprès des magistrats, parce que c'est vrai que Éric Dupond-Moretti, il les a souvent conspués, ces magistrats. Il les a accusés d'être uniformes, d'être dans des délires de toute puissance. Il est même allé jusqu'à réclamer la suppression de l'école nationale de la magistrature. Bon, ensuite, il avait fait marche arrière et il avait accepté une invitation à débattre au sein de l'établissement à Bordeaux. Emmanuel Macron, fait un coup. Gros impact médiatique, en tout cas pour l'instant. Nous verrons ce que ça donne sur le plan politique. Et c'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron fait un coup. Autre surprise, le retour de Roselyne Bachelot, 73 ans, dans un gouvernement. L'ancienne ministre de la Santé devient ministre de la Culture. Oui, alors c'est la tout-popularité, là, Roselyne Bachelot, parce que les gens l'aiment bien, quoi. Elle est très populaire, elle est sympathique. Et là, pendant la crise du Covid, tous ceux qui s'étaient moqués d'elle à l'époque où elle avait commandé 94 millions de doses de vaccins, là, tout le monde a ravalé son chapeau. Elle a regagné en popularité, et encore très récemment, lorsqu'elle était devant la commission d'enquête parlementaire sur la crise Covid, elle a aussi marqué des points auprès d'Emmanuel Macron, mais aussi auprès de l'opinion, lorsqu'elle a mis en cause un petit peu les médecins. Elle leur a dit, non mais attendez, les médecins, là, vous n'êtes pas des enfants. Vous attendez quoi ? Que le préfet arrive avec une petite charrette et vous apporte des masques ? Voilà ce qu'elle a dit devant la commission d'enquête parlementaire. Non, prenez-vous en main, comment se fait-il que vous n'ayez pas vous-même vos propres stocks de masques ?
Christophe Castaner est remercié, tout comme Nicole Belloubet qui était à la justice et Muriel Pénicaud au travail. Elle est remplacée par Elisabeth Borne. Pour l'instant, la parité est respectée. 17 femmes, 15 hommes dans cette équipe avant la nomination des secrétaires d'État. Un ministre est conforté et va avoir beaucoup d'importance dans les mois qui viennent. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, c'est l'atout stabilité de ce gouvernement et à qui on a confié la mission la plus importante. Faut pas se leurrer. Il est ministre de l'économie et des finances et on a ajouté à son titre le mot de relance. Tout est dit, puisque la relance, là, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu principal. David Doucan, que cherche Emmanuel Macron avec ce nouveau gouvernement ? L'heure des technos est derrière nous et nous sommes entrés dans l'ère des punchers. Là, vous avez un gouvernement avec 2 entrées fracassantes, Dupond-Moretti, Bachelot, personnalités qui ne sont pas effacées. Et puis, pour ceux qui ont été promus à l'intérieur du gouvernement, en fait, qui a été promu ? Les plus politiques, les pros de la politique. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran, qui s'est révélé très vite être un pro de la politique. Qu'a fait Emmanuel Macron ? Il a regardé qui, ces derniers mois, n'avait pas peur de mouiller le maillot, d'aller au front, d'aller prendre des coups, qui était un jour sur 2 dans une matinale radio et qui, à l'inverse, se planquait. Passez-moi l'expression. Bon, ceux qui ont voulu se planquer, ils ont été limogés. Ceux qui étaient en première ligne, ils ont été promus. Je crois que c'est là la signification, elle est très claire, elle est facile à comprendre, de ce nouveau gouvernement, premier gouvernement Castex 1. La présidentielle 2022 est lancée ? Elle est forcément dans les esprits. Vous mettez un gouvernement comme ça, avec des personnalités flamboyantes, c'est aussi pour aller au combat politique, évidemment. Mais, pour ma part, je ne crois pas qu'une campagne présidentielle se gagne avec un gouvernement. Le gouvernement, il est là pour gouverner. Et quand on arrive dans la campagne présidentielle, vous avez un enjeu majeur, si vous êtes candidat à votre réélection, c'est votre équipe de campagne. Et l'équipe de campagne, ça peut pas être les ministres. Parce que le gouvernement, il est là pour s'occuper de tous les Français. Il n'est pas là, et certainement pas là, pour faire campagne pour un candidat. Merci à David Doucan. Toutes les informations sur le nouveau gouvernement sont à suivre en direct sur leparisien.fr. Je vous invite aussi à écouter les anciens épisodes de Code Source sur Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot ou encore Jean-Michel Blanquer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Stéphane Geneste et John Timsit. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict.